Le lundi 14 mai 2018, vers 17 h, dans la paisible banlieue de Leixlip en Irlande, une jeune fille de 14 ans franchit le seuil de sa maison pour ne jamais revenir. Son prénom était Anastasia, mais tout le monde l'appelait Anna. Ce soir-là, son père l'avait vue s'éloigner en compagnie d'un camarade de classe. Direction le parc Sainte-Catherine, situé à quelques minutes de marche. Anna avait dit qu'elle revenait bientôt. Elle ne reviendrait jamais. Ce que personne ne savait encore, c'est que cette sortie anodine allait devenir l'un des crimes les plus glaçants de l'histoire irlandaise moderne. Un crime commis par des enfants, contre une enfant. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette maison abandonnée, il faut d'abord comprendre qui était Anna Kriegel. C'est ce que nous allons tenter de comprendre, mais toujours sur la base des preuves. Anna est née le 18 février 2004 à Novokuznetsk, une ville industrielle de Sibérie, en Russie. À l'âge de 2 ans, elle a été adoptée par Géraldine, une Irlandaise, et Patrick, un Français. Le couple vivait à Leixlip, dans le comté de Kildare, une région verte et tranquille, à une trentaine de kilomètres de Dublin. Les Kriegel étaient des gens respectés, travailleurs, engagés dans leur communauté, aimants. Quelques années plus tard, ils ont adopté un deuxième enfant, un petit garçon prénommé Aon. Anna était devenue grande sœur. Physiquement, Anna se démarquait. Elle était plus grande que les autres enfants de son âge. Elle portait des lunettes. Elle avait des problèmes d'audition liés à une tumeur qu'elle avait dû se faire retirer par chirurgie. Ces différences, aussi minimes soient-elles, ont suffi à faire d'elle une cible. Dès l'école primaire, Anna a commencé à subir du harcèlement, les moqueries, les insultes, l'isolement. À l'adolescence, cela s'est intensifié. Anna avait créé une chaîne YouTube, comme beaucoup de jeunes de son âge. Mais au lieu d'encouragement, elle recevait des commentaires cruels. Certains messages étaient même menaçants. L'un d'eux disait qu'elle devait mourir. Malgré tout, Anna continuait. Elle participait à des activités bénévoles. Elle avait des rêves. Elle voulait devenir médecin. Mais sous la surface, la jeune fille souffrait. Elle s'auto-mutilait. Elle se repliait sur elle-même. En octobre 2017, elle avait été agressée physiquement par 4 garçons alors qu'elle rentrait d'une activité communautaire. Ils l'avaient frappée dans le dos. Elle était tombée. Un adulte était intervenu. Ses parents avaient alors cherché de l'aide psychologique pour leur fille. Le 14 mai 2018, Anna avait justement une séance de conseil prévue à 14 h 30. C'était devenu une partie de sa routine. Ce jour-là, Anna est allée à l'école normalement. Elle est rentrée déjeuner chez elle, puis s'est rendue à sa séance. À 16 h, elle a tenté d'appeler sa mère, sans succès. Géraldine était au travail. À 16 h 40, quelqu'un a sonné à la porte. Patrick, le père d'Anna, a ouvert. C'était un garçon du voisinage. Anna est venue à la porte. Ils ont échangé quelques mots. Puis Anna a dit à son père qu'elle sortait quelques instants, qu'elle allait au parc. Elle reviendrait vite. Patrick l'a vue partir en direction du parc Sainte-Catherine, accompagnée du garçon. À 17 h 10, Géraldine a essayé de joindre sa fille. Pas de réponse. Elle a réessayé plusieurs fois. Toujours rien. L'inquiétude a grandi. À 20 h, la famille Kriegel a contacté la police. Anna avait disparu. Les enquêteurs ont rapidement identifié le garçon qui était venu chercher Anna. Appelons-le garçon A, conformément à la loi irlandaise qui interdit de révéler l'identité des mineurs impliqués dans des affaires judiciaires. Il avait 13 ans. Lors de son premier interrogatoire, le garçon A a déclaré qu'il avait accompagné Anna jusqu'au parc, où elle devait retrouver un autre garçon, un ami à lui. Appelons ce dernier garçon B. Lui aussi avait 13 ans. Selon le garçon A, Anna aurait eu un intérêt romantique pour le garçon B. Elle aurait voulu passer du temps avec lui. Le garçon A prétendait donc avoir simplement joué les intermédiaires. Il affirmait avoir quitté le parc peu après, laissant Anna seule avec le garçon B. Le garçon B, de son côté, racontait une autre version. Il disait être resté avec Anna un moment, puis être parti. Il affirmait l'avoir laissée seule dans le parc vers 17 h 15. Les deux récits ne concordèrent pas. Mais surtout, il y avait un détail troublant. Le garçon A avait des blessures visibles sur le visage. Quand on lui a demandé d'où elle venait, il a répondu qu'il avait été agressé par 2 hommes inconnus après avoir quitté le parc. Il est même allé au poste de police avec ses parents pour décrire ses prétendus agresseurs et aider à établir des portraits robots. Pendant ce temps, Anna restait introuvable. Les recherches se sont intensifiées.
Policiers, bénévoles, chiens de détection, tout le secteur a été ratissé. Puis, le 17 mai, 3 jours après la disparition, un enquêteur a exploré une vieille maison abandonnée, située à environ 1 kilomètre du parc. L'endroit s'appelait Glenwood House. C'était une ancienne ferme, laissée à l'abandon depuis des années. Les murs étaient couverts de graffitis, les fenêtres brisées, le sol jonché de débris. Dans une petite pièce sombre et poussiéreuse, à l'arrière de la maison, l'enquêteur a trouvé le corps d'Anna. La scène était insoutenable. Anna gisait sur le sol, nue à l'exception d'une paire de chaussettes. Son cou était entouré de rubans adhésifs. Ses vêtements étaient éparpillés dans une autre pièce, déchirés. Des traces de sang maculèrent les murs. À proximité du corps, on a retrouvé un morceau de bois ensanglanté et un bloc de béton. L'autopsie a révélé que la jeune fille avait subi des coups répétés à la tête. Elle avait été étranglée, elle avait été traînée à travers la pièce, et elle avait été victime d'une agression de nature intime. Les experts ont conclu que la mort était due à un traumatisme contondant. Anna avait lutté. Des faux ongles qu'elle portait avaient été arrachés et retrouvés sur le sol, mais elle n'avait eu aucune chance de se défendre. L'enquête a pris une tournure déterminante lorsque les analyses scientifiques sont revenues. Du fluide biologique masculin a été retrouvé sur les vêtements d'Anna. L'ADN correspondait à celui du garçon B. Dans la chambre du garçon B, les enquêteurs ont découvert une paire de bottes. Elle portait des traces de sang, le sang d'Anna. Mais ce n'est pas tout. Dans son placard, dissimulé au fond d'un sac à dos, se trouvait un ensemble d'objets étranges. Un masque de zombie, des gants tachés de sang, des genouillères, des protèges tibias, une écharpe tubulaire. Tous portaient des traces du même sang. Sur son téléphone, les enquêteurs ont trouvé des contenus troublants. Des images à caractère explicite, des vidéos violentes et surtout un historique de recherche effectué quelques jours avant le crime. Il avait cherché des informations sur des lieux abandonnés dans la région, y compris Glenwood House. Confronté à ces preuves, le garçon B a fini par modifier sa version. Il a admis être allé dans la maison avec Anna, mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait. Selon lui, c'était le garçon A qui avait tout orchestré. Il prétendait avoir entendu Anna crier, avoir eu peur et s'être enfui sans rien faire. Le garçon A, lui, a continué à nier. Il maintenait qu'il n'était jamais entré dans la maison. Mais les éléments contre lui s'accumulaient. Lorsque les enquêteurs ont interrogé le garçon A de manière plus approfondie, ce dernier a fini par lâcher une information capitale. Il a déclaré que, environ 1 mois avant le crime, le garçon B lui avait dit qu'il voulait mettre fin à la vie d'Anna. Sur le moment, le garçon A pensait que c'était une blague. Mais maintenant, il comprenait que c'était sérieux. Les 2 garçons se renvoyaient à la responsabilité. Mais une chose était claire, ils avaient tous les 2 participé à ce qui s'était passé dans cette maison. D'autres éléments ont renforcé l'accusation. Dans un cahier appartenant au garçon A, on a trouvé des notes étranges faisant référence à un prétendu club satanique. Des règles y étaient inscrites, comme l'interdiction de mentionner Dieu. Une liste de noms figurait également, dont ceux des 2 garçons. Les enquêteurs ont également établi que le garçon A s'était rendu à Glenwood House plusieurs heures avant le crime. Tout indiquait qu'il avait préparé le terrain. Le procès a débuté en juin 2019. Les 2 accusés, désormais âgés de 15 ans, ont comparu devant le tribunal pénal central de Dublin. Ils ont été jugés pour homicide. L'atmosphère dans la salle d'audience était lourde. D'un côté, les familles des accusés, silencieuses, accablées. De l'autre, Géraldine et Patrick Kriegel, accompagnés de proches et d'amis. Géraldine prenait parfois des notes. Leur douleur était palpable. Les avocats de la défense ont tenté de minimiser la responsabilité de leurs clients. Ils ont mis en avant leur jeune âge, leur immaturité, leur incapacité supposée à comprendre pleinement la gravité de leurs actes. Ils ont évoqué des influences extérieures, des troubles possibles, des décisions impulsives propres à l'adolescence. Mais les preuves étaient accablantes. Les témoignages, les analyses ADN, les objets retrouvés, les historiques de recherche, les mensonges répétés. Tout convergeait vers une conclusion inévitable. Le 18 juin 2019, après 15 heures de délibération, le jury a rendu son verdict. À l'unanimité, les 2 garçons ont été reconnus coupables du meurtre d'Anna Kriegel. Le garçon B a également été reconnu coupable d'agression intime aggravée. La salle est restée silencieuse. Les parents du garçon B ont baissé la tête. La mère du garçon A éclaté en sanglots. La sentence a été prononcée le 5 novembre 2019. Le juge Paul McDermott a pris la parole. Il a rappelé que dans ce genre d'affaires, l'attention se porte souvent sur les preuves et les procédures, au risque d'oublier la victime. Mais Anna, a-t-il dit,
reste au cœur de cette affaire. Elle était une enfant aimante, au sein d'une famille aimante. Elle avait des rêves, des aspirations, un avenir. Tout cela lui a été arraché dans les circonstances les plus cruelles. Le juge a ensuite abordé les principes qui régissent la condamnation de mineurs en Irlande. Il a expliqué que les enfants doivent être traités différemment des adultes. Leur sens des responsabilités est encore en développement. Leur personnalité n'est pas encore pleinement formée. Ils sont plus enclins à céder à de mauvaises influences, à prendre des décisions impulsives. Mais a-t-il précisé, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes. Les deux garçons savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont planifié. Ils ont menti. Ils ont agi avec une violence extrême. Le juge a condamné le garçon B à la réclusion à perpétuité pour meurtre, avec possibilité de révision après 12 ans. Il a également écopé de 12 ans supplémentaires pour l'agression intime, peine à purger simultanément. Le garçon A, quant à lui, a été condamné à 15 ans de prison, avec révision possible après 8 ans. Le juge a précisé que ces révisions permettraient d'évaluer l'évolution des deux garçons, de l'adolescence à l'âge adulte. Elles ne garantissent pas une libération. Elles offrent simplement une opportunité de réévaluation. Avant de conclure, le juge McDermott s'est tourné vers la famille Kriegel. Il leur a dit que rien ne pourrait jamais réparer ce qui avait été détruit. Aucune sentence ne pourrait leur rendre Anna. Aucune peine ne pourrait effacer leur douleur. Mais, a-t-il ajouté, la justice avait été rendue. Les responsables avaient été identifiés. Et ils paieraient pour ce qu'ils avaient fait. Le 31 mai 2018, des centaines de personnes s'étaient rassemblées au crématorium de Newlands Cross, à Dublin, pour dire adieu à Anna. La cérémonie avait été empreinte d'émotion. Une poupée matriochka russe avait été placée près du cercueil, en hommage aux origines d'Anna. Un drapeau russe aussi. Les parents avaient demandé aux participants de porter des couleurs vives, comme Anna les aimait. Géraldine et Patrick Kriegel ont ensuite fondé une association appelée Anastasia Forever. Son objectif, venir en aide aux familles qui ont perdu un enfant, offrir un soutien, un espace de parole, une main tendue dans les moments les plus sombres. L'affaire a également eu des répercussions législatives. Suite au meurtre d'Anna, les autorités irlandaises ont adopté une loi autorisant l'installation de caméras de surveillance dans les espaces publics, une mesure qui avait été rejetée auparavant. Aujourd'hui, les deux condamnés purgent toujours leur peine. Leurs noms n'ont jamais été officiellement révélés, conformément à la législation irlandaise qui protège l'identité des mineurs, même après leur majorité. Des fuites ont eu lieu sur les réseaux sociaux, mais les tribunaux ont ordonné le retrait immédiat de toute information permettant de les identifier. L'affaire Anna Kriegel demeure l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle irlandaise, non seulement en raison de sa violence, mais aussi en raison de l'âge des protagonistes. 3 enfants, 13 ans et 14 ans, une vie brisée, 2 vies détruites, et des familles entières plongées dans un cauchemar dont elles ne se réveilleront jamais vraiment. Qu'est-ce qui pousse des enfants à commettre l'irréparable? Était-ce de la curiosité morbide, de la cruauté gratuite, une fascination pour la violence, ou simplement l'incapacité de mesurer les conséquences de leurs actes? Les experts continuent de débattre. Mais une chose est certaine, le 14 mai 2018, dans une maison abandonnée appelée Glenwood House, l'innocence de l'enfance a été définitivement perdue. Anna Kriegel méritait mieux. Elle méritait de grandir, de réaliser ses rêves, de devenir médecin comme elle le souhaitait. Elle méritait d'être aimée, protégée, respectée. Au lieu de cela, elle est devenue une victime, une statistique, un nom dans les archives judiciaires. Mais pour ceux qui l'ont connue, pour ceux qui l'ont aimée, Anna restera toujours bien plus que cela. Elle restera une fille adorable, courageuse, pleine de vie, une enfant qui a lutté contre l'adversité jusqu'au bout et dont l'histoire ne doit jamais être oubliée.